Bonjour! Faites-vous un petit thé et installez-vous confortablement. L'épisode d'aujourd'hui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Les 21 et 22 mars 2026, l'ensemble vocal de Saint-Maurice entonnera un concert de musique romantique française accompagné à l'orgue. Et une fois n'est pas coutume, parmi les compositeurs présentés, il y aura 6 compositrices. Celles-ci sont romantiques par l'époque dans laquelle elles ont écrit leurs compositions, mais aussi à bien des égards en raison de leur vie, un rien rocambolesque. Aujourd'hui, dans Un shoot d'héroïne, je vous propose donc de vous les présenter et nous allons le faire dans un choix totalement arbitraire de manière chronologique. Jeanne-Louise Farinck est née Dumont le 13 mai 1804 à Paris. C'est la fille et la sœur de sculpteurs. Elle a donc un pied dans le milieu artistique. C'est sa marraine qui l'initie au piano. Dès l'âge de 15 ans, elle suit des cours d'harmonie auprès d'Antoine Reich, qui est professeur au Conservatoire de musique de Paris. À 17 ans, elle épouse Aristide Farinck, qui est flûtiste et compositeur lui-même. Ce mariage va entraîner une pause momentanée pour Louise, mais elle va rapidement reprendre des cours. Parmi ceux-ci, des cours de contrepoint, de fugue et d'instrumentation. Elle reçoit ainsi exactement la même éducation musicale que les hommes du conservatoire. À 22 ans, elle donne naissance à une fille, Victorine, qui sera elle-même pianiste, mais qui mourra prématurément dans la trentaine. Louise a du bol dans son statut de femme de début du 19e siècle, puisqu'Aristide, son époux, reconnaît son talent musical. Il va d'ailleurs créer des éditions musicales pour éditer ses compositions et va devenir son impresario à elle. Entre 1842 et 1872, soit pendant 30 ans, Louise enseigne au Conservatoire de Paris. Et elle n'enseigne pas comme répétitrice ou prof adjointe, ce qui était souvent le cas des femmes à l'époque, elle est véritablement professeure. Bon, dans une classe de femmes, faut pas déconner non plus. Après 8 années de lutte, Louise parvient même à avoir le même salaire que ses homologues masculins. Quand on sait qu'en Suisse, c'est toujours pas acquis pour toutes. En parallèle, elle donne des cours privés et travaille ses compositions. Si l'ouvrage Les sources pour l'histoire des femmes soutient qu'elle était ovationnée de son vivant, elle a malheureusement aujourd'hui disparu un peu dans l'oubli. Et si vous voulez aller lui rendre hommage, sachez qu'elle est décédée le 15 septembre 1875 et qu'elle est inhumée au cimetière Montparnasse. On monte d'un étage dans l'échelle sociale avec Marie-Félicie Clémence de Rézet, dite Madame de Grandval. Madame de Grandval est née un 21 janvier 1828 dans un château de Sarthe. Elle est la fille du baron de Rézet, qui est un officier, et de Louise Adèle du Temple de Mézières. Rien que ça vous pose le personnage. L'enfant commence des études de musique à tout juste 6 ans. Et la réputation de sa famille va lui être d'une grande utilité, puisque lorsqu'elle a 12-13 ans, elle se forme auprès de ni plus ni moins que Camille Saint-Saëns, un des plus grands compositeurs de l'époque. Elle prend d'ailleurs quelques leçons de piano avec Frédéric Chopin et se forme également en tant que cantatrice. L'ago a plusieurs cordes à son arc. À 23 ans, elle épouse le vicomte de Grandval, qui a 15 ans de plus qu'elle. De cette union naîtront 2 filles, dont malheureusement une seule survit. De ces mélodies, Camille Saint-Saëns dit « Elles seraient certainement célèbres si leur auteur n'avait pas le tort, irrémédiable auprès de bien des gens, d'être femme. » Madame de Grandval va apporter une grande contribution financière à la Société nationale de musique. Et à ce titre, elle sera la compositrice la plus jouée. C'est également la première bénéficiaire du prix Rossini, qu'on attribue pour des compositions musicales d'exception, prix qu'elle reçoit en 1880 et qui a été attribué pour la dernière fois en 2006. Elle reçoit également le prix Chartier en 1890, un prix un peu similaire, mais spécifique à la musique de chambre. Celui-ci, en revanche, a été distribué pour la dernière fois en 1940. Madame de Grandval s'éteint à Paris le 11 février 1907. Place maintenant à Augusta Holmes. Et là, on fait de l'espace parce que c'est un petit peu ma petite chouchou. Augusta Holmes est en fait née Augusta Holmes parce que son père est un officier irlandais et sa mère une femme britannique qui a un petit nom rigolo puisqu'elle s'appelle Tryphina. Je vous le mets là si vous cherchez des noms pour vos enfants. Donc Augusta Holmes a mis un accent grave sur son nom pour le franciser puisqu'elle est née en fait à Paris le 16 décembre 1847. Son parrain n'est personne d'autre qu'Alfred de Vigny et pour certains ce serait même son père biologique.
Sa mère, en plus d'avoir un petit prénom rigolo, n'est pas une meuf très jouasse. Elle n'aime pas trop la musique et va jusqu'à refuser qu'il y ait un piano dans la maison. Ce qui signifie que notre pauvre Augusta ne peut pas en jouer. Sauf que, manque de bol ou pas, quand la jeune fille a 11 ans, sa maman décède et son papa, qui la soutient à donf, l'encourage à faire de la musique. Elle est l'élève de grands noms de la musique. César Franck, Franz Liszt ou encore Richard Wagner, qui dit avoir la plus haute opinion de ses talents extraordinaires. C'est vous poser le personnage. C'est une compositrice polyvalente et absolument prolifique. Elle composera 4 opéras et plusieurs symphonies. C'est aussi l'autrice du Noël, 3 anges sont venus ce soir, qui a été mis au goût du jour par Tino Rossi. 3 anges sont venus ce soir apporter de bien belles choses. Et le troisième avec en main une robe toute fleurie. Elle reçoit également une éducation littéraire et linguistique de haut niveau. Elle parle ainsi couramment le français, l'anglais, l'italien et l'allemand. Étant d'un niveau social élevé, Augusta Holmès a la chance de fréquenter des salons où elle peut jouer de sa musique et chanter, mais aussi rencontrer des grands noms, notamment Charles Gounod et Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, lorsqu'il la voit, tombe éperdument amoureux d'elle. Il va lui demander 2 fois sa main. Par 2 fois, madame va les conduire. Et oui, n'en déplaise aux basses et barytons que j'entends pouffer de rire derrière moi à chaque répétition parce qu'ils vont sur Wikipédia voir la tête d'Augusta Holmès. Certes, Augusta Holmès a ressemblé à ça. Mais au début de sa vie, Augusta Holmès ressemble à ça. Et c'est la monstre bombasse de l'époque. Ah bah oui, bah ça forcément, vous voulez nous faire des enfants, mais vous acceptez pas que notre corps change avec la grossesse, hein. Parce que oui, Augusta Holmès a inspiré de nombreux peintres, en devenant la muse de plusieurs tableaux qui ont été soumis au prestigieux prix de Rome. Mais elle a été aussi la muse de compositeurs, à l'instar de Camille Saint-Saëns bien sûr, mais également d'écrivains, comme Léon Daudet, ou de poètes, comme Alfred de Vigny et Émile Deschamps. À 17 ans, Augusta Holmès défraie la chronique par ses amours tapageuses avec un jeune Polonais. Les 2 amoureux se fianceront lorsqu'elle a 21 ans, mais finalement, le mariage n'aboutira jamais. À quoi cela est dû? Eh bien, probablement au fait que, alors qu'elle a 19 ans, Augusta entretient une relation qu'elle poursuivra tout au long de sa vie avec un homme marié qui n'est autre que Catulle Mendes. Si Augusta restera célibataire toute sa vie durant, elle aura néanmoins un fils de Catulle Mendes, Raphaël, à l'âge de 22 ans, et en tout pas moins de 5 enfants, dont la 4e s'appelle Elione. Oui, parce que dans la famille, visiblement, on aime les petits prénoms originaux. Est-ce que Catulle Mendes, qui est, rappelons-le, marié et qui lui fait 5 bâtards dans le dos, est un homme reconnaissant? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais alors qu'Augusta a 31 ans, Catulle s'installe pépouze chez elle, puis 8 ans plus tard, décide de se casser en l'abandonnant complètement ruiné. Merci le dude. Si Augusta Holmès est aussi intéressante, c'est parce qu'elle a un léger syndrome du colibri. Oui, parce qu'Augusta est certes une pianiste prodige. On dit d'elle qu'elle connaît par cœur les grandes œuvres de Bach, Beethoven et Handel. Mais elle fait aussi de la peinture, joue de l'orgue et de la clarinette, gère sa race en harmonie et contrepoint, est une éminente poétesse, c'est d'ailleurs elle qui rédige les textes de ses mélodies. Et en plus de ça, elle chante, et pas dans n'importe quelle voix, dans une voix de mezzo-soprano plutôt badass, puisque sa tessiture va du contre-fa au si bémol aigu. Elle publie ses premières partitions sous le pseudonyme de Hermann Zenta. Pour des raisons évidentes, elle peut ainsi se faire passer pour un homme et publier plus facilement. Elle se lance véritablement dans la composition après sa rencontre avec Gioacchino Rossini, qui est bluffé par son chant et surtout par le fait qu'elle déchiffre totalement à vue. Pourquoi cette Augusta Holmès est dans mon petit cœur gravé à jamais? Parce qu'à l'âge de 23 ans, elle s'engage comme ambulancière dans la guerre franco-prussienne. Oui, madame est parfaitement patriote et elle va le dire haut et fort. Elle compose notamment un chant guerrier qui s'appelle « Vengeance » avec un point d'exclamation, mais aussi une ode à la France intitulée « Dieu sauve la France ». Elle ne renie pas pour autant ses origines irlandaises, puisqu'en 1882, elle compose un poème symphonique intitulé « Irlande ». Et là où c'est stylé, c'est qu'elle va reverser les droits d'auteur de chacune des représentations de ce poème symphonique à des organisations nationalistes irlandaises. Vers la fin de sa vie, madame a même des intérêts et s'initie au spiritisme, puisque c'est très à la mode en fait à la fin du 19e. Elle meurt finalement d'un arrêt cardiaque le 28 janvier 1903 à Paris. Petit refil.
Cécile Louise Stéphanie Chaminade naît le 8 août 1857 au Batignolles. Son père descend d'une grande lignée de marins et d'officiers, alors que sa mère est une excellente pianiste et chanteuse. Très rapidement, elle voit en Cécile d'excellents dons pour la musique. À 6 ans, Cécile Chaminade a la chance absolue de rencontrer mon big love, soit Georges Bizet. Il est beaucoup trop mignon et il a 20 ans de plus qu'elle, soit 26 ans. Mais ils s'entendent bien parce que les mamans de Bizet et de Cécile sont en fait de grandes amies. Georges Bizet la surnomme d'ailleurs mon petit Mozart. Rapidement, il la présente à Lecoupet, qui est professeur de piano au conservatoire. Lecoupet veut la faire entrer dans sa classe, ce qui est absolument incroyable pour une femme à cette époque. Sauf que le père de Cécile n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Pour lui, dans la bourgeoisie, les femmes sont destinées à être épouses et mères. Mais Bizet, qui en plus d'être méga beau est super intelligent, va lui organiser des cours privés avec Lecoupet. Elle va ainsi recevoir à domicile exactement les mêmes cours que le professeur donne au conservatoire. À cela s'ajoutent rapidement des cours d'harmonie et de composition. Le père de Cécile a beau ne pas apprécier que sa fille joue de la musique, il se sert de ses talents pour animer ses salons. Cécile accompagne ainsi Martin-Pierre Marsic, qui est un violoniste belge à la réputation grandissante. Avec son quatuor à cordes, Marsic joue régulièrement dans des grandes salles prestigieuses, dont la salle Pleyel. Et c'est là, profitant qu'un jour son père est en voyage, que Cécile Chaminade se produit pour la première fois. C'est le début d'une carrière prolifique. Elle va composer plus de 400 œuvres, dont 200 rien que pour le piano. Si elle est très appréciée en France de son vivant, elle va rapidement s'exporter et va être notamment appréciée en Angleterre, où dans la décennie des années 1890, elle a un concert annuel organisé à Londres et lorsqu'elle y séjourne, c'est Queen Victoria in person qui l'accueille au château de Windsor. En 1908, elle va interpréter une de ses œuvres avec le célèbre orchestre philharmonique de Philadelphie parce que pendant la saison 1907-1908, elle s'exporte énormément au Canada et aux États-Unis où elle donne pas moins de 25 concerts dans des salles combles. Son hôte à l'époque n'est autre que Theodore Roosevelt. Cécile Chaminade, c'est un peu cette bonne pote qui a du succès et qui t'emmène dans les meilleurs plans de la ville. Parce qu'en fait, lorsqu'elle a des pièces à jouer, elle les fait interpréter par ses amis. Mais c'est aussi une femme qui a une grande conscience. À 57 ans, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle devient la directrice d'un hôpital londonien. Elle va alors complètement abandonner la musique et ne se produira plus après-guerre, mais elle va continuer à composer. En 1936, on doit l'amputer d'un pied. Elle se retire alors du monde à Monte-Carlo où elle va décéder le 13 avril 1944. Son corps va être rapatrié ensuite à Paris. Elle est aujourd'hui enterrée au cimetière de Passy. Pour la petite anecdote, et pour que tu puisses briller dans les dîners mondains, elle est chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur et c'est la première musicienne à recevoir cette distinction. Mélanie Hélène Bonis, dite Mel Bonis, comme elle signera ses compositions pour notamment se faire passer pour un homme, sans doute, ou alors pour un acteur américain, on ne sait pas. Est née comme Madame de Grandval un 21 janvier, mais 1858 à Paris. Elle a la particularité de venir d'un milieu ouvrier et reçoit très tôt une éducation religieuse très stricte, ce qui va dénoter d'une grande piété dans son œuvre et dans son travail et aussi un peu dans sa vie en général. Mel Bonis est quelqu'un qui étudie en autodidacte. Elle reçoit toutefois quelques cours de piano et de solfège alors qu'elle a 12 ans, mais on lui reconnaît une grande imagination dans ses improvisations. C'est un professeur de cornet à piston qui la remarque et qui va lui présenter César Franck. Ce dernier va lui donner des cours privés de piano et l'encourager à se présenter aux examens d'entrée du Conservatoire de Paris. Mel Bonis y entre finalement à 17 ans, mais sans même se présenter aux examens, sur simple décision du directeur, Ambroise Thomas. Elle évite donc le jury et suit rapidement des cours d'harmonie, de contrepoint, de fugue, d'orgue et d'accompagnement au piano. À 21 ans, elle rencontre au Conservatoire le chanteur Amédée Louis Ettiche. Il tombe amoureux, ce qui poussera Mel Bonis à devoir changer de classe. Oui, parce que ses parents apprennent sa relation et ne l'approuvent pas du tout. On le rappelle, éducation religieuse méga stricte. Elle va se retrouver du coup dans la même classe qu'un certain Claude Debussy. En 1881, elle a alors 23 ans, un professeur dit d'elle qu'elle est la plus forte de sa classe, mais que malheureusement la peur la paralyse. Il n'empêche, Mel Bonis va rapidement se distinguer. C'est l'une des premières femmes à entrer dans une classe de composition au conservatoire. Lorsque l'institution ouvre 2 classes d'harmonie pour femmes, Mel Bonis s'engouffre dans la brèche et à 21 ans obtient le 2e prix de cette classe et l'année suivante le 1er prix.
Elle se sent alors pousser des ailes et envisage de se présenter au concours du prix de Rome, le prestigieux prix de Rome. Sauf que cela crée la controverse. Et évidemment, on lui refuse cet accès, puisqu'elle est une femme et que ce prix n'ouvrira aux femmes qu'en 1903. La voilà qui subitement interrompt ses études musicales. Est-ce dû à sa déception de ne pas avoir pu intégrer le prix de Rome? Non, c'est de nouveau ses parents qui sont hyper religieux et qui la retirent des classes pour lui arranger un mariage de convenance. Youplaboum. En fait, ils veulent en secret l'éloigner d'Amédée Louis Étiche et lui dégotent un mari plutôt bon parti, Albert Domange. Il se marie, sauf qu'elle a 25 ans et il en a 47. Il est 2 fois veuf, a déjà 5 enfants, mais c'est un riche entrepreneur spécialisé dans le commerce de cuir industriel. Ensemble, ils vont avoir 3 enfants, Pierre, Jeanne et Édouard. Sauf que Melbonis est une romantique, on le rappelle, et elle va poursuivre sa relation avec Amédée Louis Étiche, en secret. Sauf qu'à l'âge de 40 ans, manque de bol, la voilà qui tombe enceinte. Elle donne naissance à une petite fille, prénommée Madeleine, et pour ne pas l'abandonner, elle se fait passer pour sa marraine, afin de la garder près d'elle. Madeleine grandit donc avec elle et Amédée Louis Étiche. Sauf que revirement de situation, voilà que la Première Guerre mondiale s'achève et que Édouard, le fils qu'elle a eu légitimement avec son époux, rentre de la guerre. Il rencontre Madeleine, qui est donc sa demi-sœur, et en tombe éperdument amoureux. Face à ce love at first sight, Melbonis n'a d'autre choix que de leur révéler leur véritable identité. Édouard est son fils légitime, mais Madeleine est en fait sa demi-sœur, née d'amour adultérine. Ils vont garder le secret, mais uniquement tous les 3. Truc de maboule. Parallèlement à ces histoires rocambolesques dignes d'une telenovela, Melbonis va continuer sa collaboration musicale avec son amant. Elle compose des mélodies et des chœurs sur ses textes à lui, et lui, en contrepartie, lui ouvre les portes des grands éditeurs parisiens. Melbonis va produire environ 200 œuvres, qu'on dit très variées et d'une grande sensibilité. Pour elle, la musique doit avant tout être structurée. On la classe dans les compositrices plutôt post-romantiques pour sa grande modernité, et c'est sans doute la plus prolifique des compositrices françaises de musique de chambre au XXe siècle. À partir de 1900, elle va se concentrer sur des œuvres de musique religieuse, bien que la musique d'église ne représente qu'environ 10% de sa production musicale. Melbonis se plaira aussi à mettre en valeur les femmes de légende. Elle écrira notamment en musique les histoires d'Ophélie, Viviane, Phoebe, Salomé, Omphale, Mélisande ou encore Desdemona. Elle meurt le 18 mars 1937. Enfin, nous allons parler d'Edwige Chrétien, qui est née le 5 juillet 1859 à Compiègne. C'est une petite fille de violoniste. Ses parents sont donc d'accord pour qu'elle joue de la musique. En revanche, le climat familial n'est pas ouf puisqu'ils sont divorcés. L'enfant présente rapidement des dons musicaux et à 15 ans, elle entre au Conservatoire de Paris dans la classe d'orgue où elle fait preuve d'un talent pour l'improvisation. Edwige Chrétien, c'est un petit peu notre petit singe savant très bon élève. Elle obtient la première médaille de solfège en 1875, la première médaille d'études du clavier en 1876, le premier prix d'harmonie en 1881, le premier prix d'accompagnement en 1882 et le premier prix de contrepoint et fugue en 1887. Soit tout ça avant l'âge de 20 ans. À tout juste 22 ans, elle remporte le prestigieux premier prix de la Société des compositeurs et elle est la première femme à obtenir ce prix. Alors qu'elle a 18 ans, elle épouse un camarade du conservatoire, le flûtiste et compositeur italien Paolo Gennaro. Ensemble, ils auront 2 enfants, Marcel et Cécile. Mais atavisme familial ou pas, le couple ne s'entend pas et finit par divorcer. On refuse la garde des enfants au père, qui décide d'enlever son fils Marcel, qu'il cache dans un pensionnat en Suisse. La famille fait même la une des journaux en 1901, Paolo ayant tenté d'assassiner le père d'Edwige qu'il considère responsable de tous ces maux. En 1908, le compositeur italien meurt finalement de maladie. Le climat familial s'apaise et les enfants deviendront eux aussi musiciens. Cécile deviendra une talentueuse violoncelliste et Marcel sera compositeur, chef d'orchestre et organiste. Tous deux vont notamment jouer la musique de leur mère, permettant à cette dernière de se faire connaître. Edwige Chrétien a quant à elle été professeure de solfège au Conservatoire de Paris entre 1890 et 1892. Elle y a d'ailleurs écrit l'ouvrage « Solfège à changement de clé » qui est toujours utilisé de nos jours dans la célèbre institution. Après 2 ans de bons et loyaux services, elle va finir par démissionner, officiellement pour des raisons de santé, mais aussi et surtout pour se consacrer un peu plus à la composition, car Madame a écrit pas moins de 250 œuvres.
Elle donnera finalement son dernier souffle le 4 avril 1944.